On va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux sur ce deuxième atelier sur l'intelligence artificielle. Le premier atelier était entre guillemets un peu généraliste sur l'IA et notamment ses nuisances et comment est-ce qu'on essaye de l'utiliser éthiquement. Là, on va faire quelque chose de plus opérationnel, probablement une multitude d'exemples qu'on espère assez concrets sur la façon dont on utilise la data et l'IA au service de la transformation des organisations. Plutôt entreprise de mon côté et plutôt service public du côté de Thomas. Voilà. Moi, je suis le DG d'Equi et je reviens sur la présentation d'Equimetrics juste après. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous cet après-midi. Je suis Thomas Cotinet. Je dirige Ecolab que je vais vous présenter en 2 mots. Ecolab, c'est le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique, qui comprend également le transport, le logement, l'énergie, la biodiversité. Donc 2 principales missions. Une partie des équipes sont chargées de repérer les entreprises qui innovent, dont on estime qu'elles innovent pour l'écologie. Donc de l'innovation technologique à impact. Il y a 3000 entreprises qu'on suit, essentiellement des startups et des PME, et 300 qu'on labellise. Et Green Tech Innovation, vous avez un site greentechinnovation.fr. Dans ces entreprises, il y a des entreprises qui sont des pure players de la data et l'IA, mais on a aussi toutes les innovations, du vélo cargo, des insectes pour nourrir les animaux, les bétons à base d'argile. Donc c'est l'ensemble de l'innovation entrepreneuriale au service de l'écologie. Et puis l'autre partie d'Ecolab, le plus gros morceau, on a en charge la donnée et l'intelligence artificielle pour le pôle ministériel. L'idée, c'est d'améliorer l'impact des politiques publiques de la transition écologique et aussi moderniser les administrations qui les portent. Voilà, donc ça va de la production d'outils numériques, de nouveaux services, souvent d'aide à la décision, jusqu'à l'écriture de stratégies, parce que par exemple en matière d'IA, on a besoin de définir ce que c'est et puis de décider concrètement comment ça peut vraiment contribuer à la transition écologique, puis après mettre en œuvre tout cela. Donc voilà en gros les missions d'Ecolab. Data IA pour l'écologie et puis l'innovation entrepreneuriale, une mission qui est interministérielle qu'on fait aussi pour le compte de Bercy et de l'agriculture. Voilà. Merci Thomas. Quelques mots sur Equi. On est au croisement de ces 3 sphères-là. Et en particulier les 2 duos. C'est pour ça qu'on essaie d'utiliser l'IA. En fait, on a vu ce matin que c'était vraiment difficile de concilier la partie intérêt, disons, performance économique d'une boîte et la planète, les ressources dans des modèles extractifs. Donc c'est le premier niveau de difficulté. Et le deuxième niveau de difficulté, c'est que, et on l'a redit ce matin aussi, pour transformer les modèles d'affaires des boîtes, c'est quelque chose qui doit se faire à l'échelle d'une filière, au moins une chaîne de valeur, voire une filière, et donc c'est systémique. Et comme c'est systémique, c'est très très compliqué. Et donc c'est pour ça qu'avec ces 2 grands défis-là, on pense que l'IA, chez Equi en tout cas, quand il est bien utilisé, peut servir à relever ces 2 défis. Donc on va avoir quelques exemples après autour de 3 thématiques, j'y reviendrai, mais on n'est pas technosolutionniste. Loin de là. Vous avez suivi qu'aux États-Unis, la semaine dernière, il y a un article qui est sorti du FT qui dit que la fermeture des centrales à charbon a été ralentie en raison de la surconsommation de l'IA générative sur le sol américain. On voit directement que l'IA est tout à fait contraire aux ressources et à la sauvegarde de la planète. Voilà, bon. Et ensuite, j'avais vu un talk du président de la Fédération de prêt-à-porter féminin avant-hier soir, avant-hier soir, parce que hier soir on était ensemble, qui disait l'IA c'est formidable pour optimiser les business. Quand on le met dans des mauvaises mains, ça donne Chine. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Shine. Bon, Chine. Voilà. J'interdis mes enfants d'acheter ça, donc je ne sais même pas le nom. Mais voilà, donc c'est aussi très très puissant. Et donc quand on le met dans des mauvaises mains, c'est potentiellement très très néfaste. Donc loin de moi et de nous le technosolutionnisme. Mais là, on va essayer de vous montrer des exemples d'utilisation qu'on espère vertueux de l'IA pour la transformation des boîtes ou des organisations. Voilà. Et on va vous faire 3 thèmes avec des exemples dans 3 thèmes. En fait, il y a 3 sujets ou leviers d'action de l'IA selon nous. 1, mesurer, un peu tout bête. 2, optimiser. Voilà. L'optimisation sous contrainte, c'est une discipline de maths sur laquelle les Français n'ont pas du tout à rougir. Et donc, beaucoup d'IA servent à optimiser, mais aussi transformer. Et on verra que ça peut servir à la transformation de filières entières. Donc, on va faire un petit ping-pong avec Thomas.
Voilà, un petit ping-pong d'exemple. Et s'il vous plaît, participez au ping-pong. Enfin, on va se mettre autour de la table. Hein. Et donc, si vous avez des questions pendant les exemples, surtout levez la main. Parce qu'après, il va être 17h, il n'y aura plus de temps a priori. Voilà. Je vous donne un premier exemple, celui d'Action Logement. Donc, c'est un client, mais c'est quand même aussi un service public. C'est le premier bailleur social de France, comme vous le savez probablement. 1,1 million de logements sous gestion. Et là, ici, la mission consiste, donc on est dans mesurer, ça consiste à connaître ce patrimoine. Et à connaître ce patrimoine pour permettre plusieurs choses, et notamment des cas d'usage qui nous intéressent tous, réduire la consommation électrique de tous ces bâtiments-là, réduire la consommation de flotte des habitants, et bien entendu, augmenter le bien-être, augmenter l'attractivité des bâtiments. Sauf que quand vous le faites à cette échelle-là, si vous n'êtes pas bien outillé en matière, disons, de data et d'IA, vous ne pouvez juste pas le faire, ou vous le faites de manière très parcellaire, ou avec beaucoup d'inefficacité. Donc le job ici, l'Action Logement, c'est 50 filiales qui gèrent les 1,1 million de logements. Et donc il fallait récupérer à peu près 300 données par bâtiment, fois les dizaines de milliers de bâtiments qu'il y a, et d'en faire un socle de données qui soit fiable. Donc beaucoup de boulot autour de gouvernance de données, et on a monté un petit outil qui permet le redressage des adresses notamment. Parce que quand vous avez une adresse sur un bâtiment et que vous la mettez en GPS, ben vous voyez que ce n'est pas tout à fait bon. Donc il y a un alignement des adresses à faire. C'est un des règles métiers d'Action Logement qu'on a réussi à craquer là-dessus. Donc ce socle de données-là, il a tellement bien marché chez Action Logement que maintenant, Nadia, qui est la patronne d'Action Logement, dit c'est notre socle pour faire toutes nos applications, tous nos développements en termes de bailleur social. Et donc c'est les cas d'usage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y avait aussi un cas d'usage transverse qui était à l'initiative du projet, qui était la maîtrise financière du patrimoine et sa valorisation dans le temps. Donc vous voyez qu'avec une bonne utilisation, on arrive à combiner la performance financière d'un patrimoine, mais aussi son attractivité, etc. etc. Et donc ça, c'est beaucoup de savoir-faire de gestion de données. Voilà pour mon premier service. 1-0. Oui. Merci. Pour comprendre un peu mieux la valorisation financière, c'est quoi la gestion des encours? Non, ils n'ont pas de problème de perception de la loyer. C'est pas vraiment ça, c'est ce qu'ils appellent le plan stratégique patrimonial. Et donc finalement, c'est la gestion à moyen terme de ton parc, et donc la valeur foncière. Et donc d'être sûr qu'elle ne diminue pas, et donc de maintenir l'attractivité des bâtiments, c'est super important. Donc c'est finalement ça, c'est un gros asset financier. Puis c'est aussi le fait de pouvoir, avec une projection moyen terme, d'avoir aussi une strate financière qui leur permet de financer et d'avoir d'autres programmes de logements sociaux, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il en manque à peu près 100 000 en France. Alors, je ne sais pas quelle était la teneur des données qui étaient collectées, mais effectivement, donc à part l'adresse, comment vous avez géré le problème de fiabilité du coup de la donnée, risque d'erreur? Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à quantifier ça. Il y a entre guillemets aucune magie. Enfin, il y a d'abord tout un tas de tests techniques sur les données qui ont pu être faites par un portail d'intégration de données. Je vous passe les détails, mais qui permettaient à chaque filiale de se faire une liste d'erreurs automatisée. Donc on n'était pas, nous, en centrale, à se prendre tous les fichiers. Donc ils déposaient leurs fichiers, ils regardaient, et ils avaient une liste d'erreurs qui leur était donnée. Donc c'est un premier niveau. Après, ça ne dit pas que quand il y a écrit 4, c'est pas 4,5 la vraie valeur. Ça, mon IA ne sert à rien là-dessus. Hein. Donc il y a après une logique de cohérence. C'est tout bête, hein. On fait des sommes, on fait des moyennes, et on demande aux patrons des filiales si ça leur paraît cohérent, si c'est les ordres de grandeur qu'ils ont en tête, etc. On ne peut pas faire mieux que ça. Alors, je vais vous parler d'artificialisation des sols. Peut-être commencer par un ordre de grandeur, un chiffre. Je vais prendre l'exemple du département du Val d'Oise, que beaucoup présentent comme une petite France, parce qu'il y a à la fois de l'urbain, du rural. Entre 2012 et 2017, c'est 64 hectares par an qui ont été artificialisés, entre 2012 et 2017. Et entre 2017 et 2022, alors qu'entre-temps, il y a eu la prise de conscience, les rapports du GIEC, on est passé de 64 hectares par an à 180 hectares par an. Donc voilà, c'est un enjeu énorme. Il y a une loi qui est sortie en 2021 après la Convention citoyenne du climat qui a fixé des objectifs de zéro artificialisation nette qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc c'est bien, on se fixe des objectifs, mais il faut connaître le territoire pour pouvoir organiser la réponse. Donc un des opérateurs dont nous avons la tutelle, c'est l'IGN, qui est bien connu et qui porte ce projet de référentiel d'occupation des sols à grande échelle.
donc qui mobilise la data et l'intelligence artificielle. Donc, nous finançons, enfin, l'IGN organise le survol de la France d'avions équipés de LITAR. Il y a aussi l'utilisation d'images automatiques. L'objectif, c'est vraiment de couvrir tout le pays. Donc, on dispose d'une masse incroyable d'images. Mais après, comment faire pour transformer ces images en une documentation hyper précise qui vient expliquer à l'échelle de quelques centimètres quelle est l'affectation du sol. Est-ce que c'est un sol, est-ce que c'est de la vigne, est-ce que c'est de la toiture, est-ce que c'est une prairie sous un arbre, est-ce qu'on a un parking, etc. Donc il y a un énorme travail à faire pour exploiter ces images et les affecter à une forme d'utilisation du sol. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle était apparue évidente. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour concevoir cet outil. Et là, on est rentré dans la phase où on peut apprécier le résultat, parce qu'il y a plusieurs dizaines de départements qui sont couverts. Donc il y a 17 types différents de classification de l'usage du sol. Et on arrive en fait à de très bons résultats. En gros, avant l'intervention humaine qui reste nécessaire, on a 75% de bons résultats, c'est-à-dire que 75% à chaque fois du territoire est automatiquement bien affecté. Et ce n'est que le début, il va y avoir encore beaucoup d'entraînement du modèle. Voilà, donc là, on est vraiment dans un exemple d'encapacitation, c'est-à-dire que l'existence de l'intelligence artificielle, alors on fait très attention aussi à son empreinte écologique, donc là, j'en parlerai pas, mais sur tous ces objets, quand nous investissons, on s'auto-contraint sur l'empreinte écologique. Et il y a d'autres équipes à Ecolab qui sont responsables de définir le référentiel français de l'intelligence artificielle frugale, qui va, j'espère, bientôt devenir un référentiel aussi européen. Donc là, on voit bien que c'est l'existence de l'intelligence artificielle qui permet de massivement faire émerger ce référentiel et derrière d'en faire un outil qui va permettre de prendre des décisions, pas uniquement pour les élus qui doivent décider ou pas d'aménager ou de prioriser les friches, mais également pour toutes les activités économiques, agricoles et autres. Voilà. Donc ça, c'est un des projets les plus prometteurs et vis-à-vis duquel il y a énormément d'attentes parce que le sujet est extrêmement complexe. Il pose plein de problèmes démocratiques. Qu'a-t-on le droit encore d'artificialiser? Où faut-il le faire? Avec quel impact? Voilà, donc les discussions maintenant tiennent la route, en grande partie à ce que nous permet de faire cet outil. Voilà, le référentiel d'occupation des sols à grande échelle de l'IGN qui est mené en partenariat avec le CEREMA et l'INRAE. On continue. Tu as une question? Je ne sais pas s'il marche. J'ai une mini question, mais elle revient sur le use case de Action Logement Habitat, qui est, c'est powered par quel modèle? Le use case en question. Metrics. Il y a pas on n'utilise pas de grands outils connus. Typiquement, il n'y a pas de LLM pour l'instant dedans. L'IA générative peut servir à pas mal de choses, mais là pour l'instant on n'a pas, notamment pour aller attaquer la base, éventuellement. Mais non, sinon on utilise des IA. Façon, le boulot de data scientist aujourd'hui, ou d'ingénieur en IA, c'est d'aller choisir des petites briques d'IA, parce que c'est toujours un puzzle, une IA. Donc il y a des petites briques d'IA, notamment sur la plateforme Hugging Face, sur laquelle il y a à peu près 500 000 IA, comme tu sais, j'imagine. Et donc d'aller trouver les bonnes fonctions et de les tordre, les lisser pour le cas d'usage client, en l'occurrence celui d'Action Logement. Là. Du coup, sur ces petits modèles-là, il y a eu un fine-tuning au préalable, ou plus tu les as quadrillés sur une limite en particulier? Non. C'est particulièrement fine-tuné au préalable, de manière à ce qu'on fiabilise tout ce qu'on sort. Là, il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas du tout de droit à l'erreur sur ce client-là. Il y a un peu d'argent qui a été mis sur la table et sur ce projet qui est fondamental pour eux. Ils ont en plus des obligations vis-à-vis de l'État. Ils sont obligés maintenant de faire des PSP simplifiés, des plans stratégiques patrimoniaux simplifiés. Et donc l'outil qu'on a mis en place va permettre de réduire la durée de projection des PSP pour l'État. Donc non, on rigole pas. Ceinture bretelle. Top, merci pour cette réponse. Tu veux nous parler d'Amélia, Thomas? Oui.
Alors avant cela, je vous expliquais un petit peu le cadre dans lequel ça se fait. Donc en matière de financement public et d'intelligence artificielle, très souvent, on finance la recherche, les startups ou les grands groupes. Donc là, déjà, on a commencé par créer un dispositif qui était un peu original pour l'État. On s'est dit, on va dérisquer un peu ce marché et financer les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les hôpitaux. En réalité, l'intelligence artificielle est très exploratoire, ça continue. C'est pour me dire que c'était pas intéressant. Et donc en fait, on a créé une communauté. Il y a 800 acteurs, donc des collectivités, des startups, des chercheurs qui ont rejoint cette communauté. Alors tout ça est aussi disponible en ligne. Et on a fait émerger de cette communauté des démonstrateurs territoriaux, des consortiums qui associent des collectivités, des startups, de la recherche, du grand groupe. Et voilà, on essaye d'inciter à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissement de la part des acteurs publics dans l'intelligence artificielle quand elle permet de faire la transition écologique. Et Amelia, c'est un de ces projets. Donc là, on se situe en région parisienne, dans le Val-de-Marne. C'est Paris-Est, Marne-et-Bois, donc 13 collectivités autour de Saint-Mandé. Et le sujet, c'est, alors ils ont, comme la plupart de collectivités, ils se sont dotés d'un plan climat, air, énergie, territoire. Donc ce sont des collectivités qui réfléchissent à ce qu'il faut faire pour justement adresser les défis de la transition écologique. Mais voilà, après, derrière, c'est très compliqué concrètement de faire des choix. Donc là, Amelia, lui, il adresse les enjeux du bruit et de la pollution de l'air. Et la solution qui comprend, qui est en partie apportée par une start-up qui s'appelle Walter. Mais il y a également l'université Gustave Eiffel qui est dedans, l'Institut français des énergies nouvelles, permet en fait une cartographie dynamique aussi bien du bruit que de la pollution de l'air, et donc derrière de faire des choix en conséquence, des choix d'aménagement du territoire pour éviter justement qu'il y ait une exposition trop forte à la pollution, et puis pour optimiser aussi ces aménagements, parce que voilà, l'argent public est rare. Donc il y a par exemple, grâce à la solution qui est derrière, un mélange en fait, et un recoupement des données satellitaires, des données qui sont prises in situ et toutes les données des flux de mobilité pour faire des cartographies horaires et avoir par exemple de façon dynamique à l'heure, savoir où on va avoir des pics d'oxyde d'azote. Voilà, c'est un exemple. Et il y a la même chose sur l'exposition au bruit. Donc là, on est dans un exemple où l'intelligence artificielle, elle vient permettre, c'est les élus qui sont les clients principaux de dispositifs, elle leur permet déjà de réellement connaître la situation. Un enjeu qui est derrière, c'est ce qu'on appelle la santé-environnement, c'est l'impact qu'a l'environnement sur la santé, pollution de l'air, bruit, etc. Et de faire des choix d'aménagement, des choix d'organisation des circulations qui vont au maximum à la fois éviter l'exposition de la population au bruit et à la pollution de l'air, et puis au passage avoir un caractère vertueux au niveau transition écologique. Donc ça, c'est un projet qui pour nous est très prometteur parce que toutes les collectivités sont confrontées à cela. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a récompensé le volontarisme. Donc il y avait les collectivités qui faisaient des choses, d'autres qui en faisaient un peu moins, et puis on se satisfaisait qu'une collectivité fasse quelque chose. Et en réalité, derrière, je vais prendre l'exemple par exemple des biodéchets. Voilà, on a travaillé avec une collectivité qui était présentée comme la collectivité qui faisait le plus de choses pour traiter et collecter les biodéchets, avec plein d'initiatives dans tous les sens. Voilà, de la collecte à domicile, des composteurs de quartier, des composteurs dans le logement, de l'apport à la déchetterie. Et en réalité, à la fin, ces résultats étaient moins bons qu'une collectivité qui ne faisait rien. Donc là, Amelia, cette fois-ci, sur le sujet du bruit et de la pollution, c'est vraiment l'intelligence artificielle et la donnée pour permettre une bien meilleure connaissance du territoire en temps réel, dynamique, et puis surtout des décisions plus efficaces ici pour protéger la population de la pollution, et puis aussi pour des choix d'urbanisation plus vertueux au niveau écologique. Donc voilà pour Amelia, avec cette... pour nous, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début,
le caractère écosystémique, c'est-à-dire que tous les projets qu'on voit réussir sont des projets qui associent le public, le privé. Enfin, il faut décloisonner en permanence. On retrouve souvent aussi une logique de chaîne de valeur dans la production de la connaissance, production de la donnée. Donc là, c'est un bel exemple. Il y en a une dizaine comme celui-ci. Si vous allez sur le site greentechinnovation.fr, si ça vous intéresse, vous les retrouverez. Donc, ce n'est pas un gros projet. Hein. Il y a pour 2,5 millions de mémoire de dépenses. Mais ça, comme c'est vraiment dédié à l'IA, ça permet déjà de faire de belles choses. Avec 2,5 millions, on fait plein de choses hein, quand même. Moi, je les prends. Je vais vous parler des toilettes, sans transition. Non, il y a une question avant de passer aux toilettes. S'il vous plaît, petite. Merci pour ta présentation. J'aurais une petite question là sur le projet dont tu nous parles, Amélia. En fait, quel est le rôle de l'IA dans ce projet? Parce que de ce que j'ai compris peut-être un peu naïvement, en fait, c'est un équivalent à poser des capteurs, mais je suppose que là, vous avez un intérêt à passer au-delà de simplement installer des appareils de mesure. Et avec la solution que vous proposez, en fait, quelle serait la différence simplement avec juste simplement poser des appareils de mesure, quoi, en fait? Oui, bah, y a des modèles qui sont entraînés pour... alors j'ai pris l'exemple de la détection des pics, mais il y a pareil la détection de la localisation des fuites. Donc il y a vraiment de l'automatisation, il y a de la prédictibilité et il y a de la recommandation, l'aide à la décision. Et c'est ces parties-là, c'est cette couche-là qui est apportée par l'IA, c'est pas que des capteurs. Et la partie qu'on finance, c'est que ça. C'est-à-dire que quand on met de l'argent, on va nous mettre l'argent que sur la partie entre guillemets vraie IA, pour, comme je disais tout à l'heure, essayer de dérisquer ces investissements, les démultiplier. Donc nous, on estime qu'il n'y en a pas assez en France. C'est-à-dire qu'il y a plein de belles solutions qui sont apportées par des entreprises comme la tienne et d'autres. Et on s'en réjouit collectivement. Mais en réalité, et on se réjouit aussi quand vous levez des fonds, quand vous obtenez des subventions, donc c'est génial, il y a des articles dans les journaux. Mais en réalité, la consommation de vos solutions, l'investissement dans ces solutions, que ce soit de la part du public ou du privé, bah nous, on estime que ça ne va pas assez vite. Il faut accélérer. Et c'est l'objectif, justement, et en ciblant la partie IA. On estime que le reste, il y a moins besoin de mettre d'argent public pour faire l'étincelle, quoi. D'accord, merci beaucoup. Tout en se posant toujours ces questions-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'utiliser un canon atomique pour ouvrir une porte ouverte, quoi. L'IA frugale, c'est d'abord l'IA bien dimensionnée par rapport aux besoins qu'il y a. Parfois, une bonne régression linéaire suffit, pardon pour ce non matheux, mais une bonne régression linéaire suffit, il n'y a pas besoin de sortir du ML ou quoi que ce soit. Je passe aux toilettes. Il y a une question au fond, je peux continuer et après... non, vas-y. Il y a une question au fond là-bas, monsieur. Mon question, on entend que le problème il est systémique, et dans la systémique, ça implique de prendre du recul sur les problématiques. Le fait d'acquérir un certain nombre de data et de les traiter avec des machines, est-ce que ça restreint pas énormément la quantité de solutions qu'on peut s'offrir en mettant un entonnoir sur les yeux, des œillères, dans la façon d'adresser les problèmes? Parce que derrière la pollution, etc., il y a quand même des sujets de gestion du territoire, des déplacements qui vont beaucoup plus loin que juste mesurer la pollution à un endroit qui est certes intéressante, mais est-ce que ça contraint pas un peu la façon d'appréhender le problème? En fait, ça produit l'inverse, puisqu'on peut documenter toutes les dimensions par de la donnée, donc les autres dimensions que la seule pollution, et après donc on va faire des choix en fonction de l'outil d'aide à la décision qu'on veut avoir. Mais voilà, par exemple, hier matin, là, on était avec une 50aine d'entreprises sur les sujets du risque climat, de la donnée, et en fait, la possibilité d'utiliser l'ensemble de ces données, que ce soit des données ouvertes, publiques, ou des données privées, des données gratuites ou payantes, bah, au contraire, ça permet de créer des recoupements, des corrélations et de sophistiquer très très fortement la réflexion. Donc nous on le voit au contraire comme un outil qui permet d'élargir plutôt que faire entonnoir, puisqu'on peut se donner les moyens de connaître et d'exploiter toutes les informations qu'on a sur les différentes facettes d'un problème. Je trouve que, et on y reviendra dans la partie transformée, ça pose un peu la question de l'open data aussi et de la capacité à partager ces données, ou de la volonté à partager ces données, puisque pour faire bouger les filières,
il faut bien à un moment mettre en commun certains de ses atouts. Et ça, on y reviendra après. Il y a une proposition intéressante dans la partie transformée. Rekit, c'est un géant UK. Je crois qu'il y a Canard WC dedans, c'est pour ça ma blague sur les toilettes. Eux, on utilise l'intelligence artificielle pour mesurer leur écart CSRD, disons. Donc, ils sont soumis à la CSRD, étant donné leur taille, ça leur est tombé dessus. L'outil va aller chercher dans les documents de l'entreprise les informations qui permettent de remplir les 12 ESRS de la réglementation que vous connaissez probablement et de noter en quelque sorte l'écart par rapport soit à un benchmark du marché, soit à l'épure que la CSRD voudrait, de manière à mettre en mouvement l'entreprise. Donc sur ces 12 ESRS, là on a une bonne note, on va attendre un peu avant de se bouger, là on a une note catastrophique, il va falloir se mettre à l'action. Voilà. Et l'outil va suggérer des actions après d'amélioration sur l'ensemble des ESRS. Voilà. Donc développé par nos équipes avec une grosse expertise de ESG CSRD et de l'IA génératif. Donc là on l'utilise comme un moyen de mesure de l'écart CSRD, ça veut rien dire écart CSRD, mais vous m'avez compris, pour une entreprise de cette taille-là. Voilà. J'avance. On passe à la partie optimisée. J'ai accéléré un chouïa, Thomas, parce que donc à gauche, un sujet pour ICAD, c'est un double sujet. C'est un sujet, disons, d'intelligence relationnelle ou d'intelligence commerciale pour les agents commerciaux et les gens qui s'occupent de la relation publique de ce bailleur de bureau, ICAD, rattaché à la Caisse des dépôts en particulier. Et donc là, la personne qui s'occupe de la RSE, Benjamin chez ICAD, m'avait dit un jour, nous on a développé le bail engagé social. Voilà, donc ils veulent être un acteur à travers les bureaux de leurs clients, de la transition de leurs clients. Il dit, sauf que moi quand je vais leur parler de mon bail engagé social, je ne sais absolument pas ce qu'ils font en matière, disons, de transition ou d'ESG de manière générale. Et donc mes commerciaux sont obligés d'aller éplucher des rapports annuels, des sites web, des journaux, pour aller voir telle ou telle grande entreprise qu'ils veulent héberger dans leur bureau. Et c'est un vrai problème parce qu'on ne le fait pas souvent, on n'est jamais exhaustif, on ne se met pas à jour, etc. Et donc on lui a fait une solution qui lui permet, en 3 clics, d'avoir l'ensemble de l'actualité mise à jour de n'importe quelle entreprise. Il y en a 900 dans le système, super intéressant aussi pour moi, vous en doutez, de l'ESG d'un client. Donc tout ce qui concerne sa mobilité, son business model, ses bureaux, etc. etc. Voilà. Donc extrêmement précieux comme outil qu'on a développé pour eux. Et c'est un double outil parce que depuis la patronne des relations publiques, Véronique, m'a demandé de faire la même chose pour les élus. C'est-à-dire que quand CAD est très ancré dans les territoires, sur des questions d'urbanisme et d'aménagement, que tu sais ça mieux que moi, Thomas, qu'est-ce qui s'est passé dans la municipalité, qu'est-ce qui s'est passé dans la métropole, qu'est-ce qui s'est passé dans la région au moment où ICAD va démarcher, entre guillemets, l'élu, en tout cas rencontrer l'élu. Pareil, là, on va éplucher les PV des réunions municipales et des différentes réunions publiques, ainsi que les différents documents qui sont disponibles sur les sites web des villes quand ils existent. Voilà. Donc ça aussi, utilisation vertueuse de l'IA dans la connaissance et l'accélération de la transfo ESG pour tous ces clients-là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? C'est là, premier rang à gauche. Merci. Pour les assez grosses structures comme ICAD, tout de même, d'ailleurs, bravo pour le contrat, parce que ça doit y avoir des sujets vraiment très intéressants là-dessus. Comment est-ce que les différents use cases sont remontés? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les meilleurs use cases qui étaient remontés, c'était par les collaborateurs, lorsqu'ils avaient suffisamment de vision et de sensibilisation sur le sujet pour pouvoir se projeter. Parce que là, du coup, on est sur un cas d'usage très directionnel, très stratégique. Et je comprends que c'était une priorité. Et est-ce que, par exemple, va y avoir des sujets aussi de PLU ou d'autres aspects plus transverses qui peuvent être remontés par les équipes directement en interne? Moi, c'est l'histoire ICAD qui, entre guillemets, fait que commencer. Je la trouve intéressante par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a un cas d'usage qui émerge. Là, en l'occurrence, c'était une discussion à la station F entre Benjamin et moi. On y croit.
Donc il y a un sponsoring qui est haut et on y va et on montre que ça marche. À partir de là, donc, moi je suis pas une boîte de consultants, hein, je fais des solutions d'IA et donc les roadmaps, on liste nos use cases, on les classe sur des matrices de consultants. Ça peut marcher, en tout cas ça fait dépenser de l'argent. Après on voit si ça marche, mais moi je crois beaucoup plus à la preuve par un use case et plutôt un use case, disons, à vocation de développement, comme celui-là, de manière à faire la preuve. Tu dois répondre ou pas avec tes obligations. À faire la preuve et après, les autres use cases viennent. Et en fait, on a fait dans ce sens-là. Souvent, on fait d'abord des ateliers, et moi j'en fais aussi, hein, des ateliers pour un peu de design thinking sur quels sont les meilleurs cas d'usage. Mais franchement, il vaut mieux une bonne idée qui a l'air faisable facilement. Après une bonne mise en œuvre, une bonne exécution, on l'a fait vite, hein, en 3 mois c'était fait. Et là, il y a les commerciaux qui l'utilisent. On est en train de développer la partie sur les élus. Mais, voilà. Puis on avait la chance d'avoir des outils d'IA génératifs chez Eki depuis quelques mois qui marchaient très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a pu aller vite, faire la preuve vite. Et puis il y a une question de momentum aussi. Hein. Si le truc sort vite, une idée, et si elle sort 1 an après, ils sont passés à autre chose, les gars. Donc 3 mois après, tu as ton idée, ça rebondit, quelqu'un d'autre qui est intéressé, et puis après, oui, le PLU, l'aménagement urbain, il peut y avoir plein de choses après qui se découlent là-dessus. Et ça, niveau maturité des partenaires tels que justement Action Logement ou ICAD là-dessus, c'était des personnes avec qui il y avait déjà du travail de fait avant l'émergence de l'IA, ou ça a été vraiment une maturité qui est arrivée après 2022? Bah, c'est l'IA génératif qui a fait bouger les choses. Okay. Pour être tout à fait honnête. Un peu moins sur Action Logement parce que c'était beaucoup plus stratégique, c'était pensé, ils sont allés chercher beaucoup d'argent et pour ça, ça prend du temps dans la sphère publique. ICAD, c'est IA génératif. Je lui ai parlé de ce que je faisais sur Climate Q&A dont je vais vous parler après. Et c'est fait comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de maturation. Opportunité. Bah, merci pour cette transparence. Je propose de passer très très vite parce que je crois que les exemples qui après vont plus vous intéresser en fonction là, des questions que vous posez. Donc là, Passman, c'est une de ces petites entreprises qu'on labellise, l'État. C'est avec ce label Green Tech Innovation, hein, pour aider les entreprises à lutter contre le greenwashing vis-à-vis de leurs investisseurs, leurs clients. Voilà, en gros, là, on est dans l'univers de l'hôtel, des résidences, des parkings. On utilise la donnée d'occupation de ces hébergements touristiques et la donnée de la réservation pour aider en fait l'optimisation de la gestion des flux, énergie et autres, en fonction de l'utilisation effective de l'hébergement. Voilà, mais je pense que c'est mieux de garder le temps pour le reste. Projet Récital, vas-y. Oui, alors j'enchaîne. Récital à Noisy-le-Grand. Donc, vous le savez, il y a un chiffre qui commence à être bien connu. On doit économiser 138 millions de tonnes, là, en seulement 6 ans, d'ici maintenant et 2030, et juste pour être au standard. C'est 138 millions de tonnes, c'est plus que les 33 dernières années cumulées, pour vous situer un peu le défi. Donc il y a besoin d'accélérer. Alors oui, certes, on n'est pas dans le technosolutionnisme, mais on pense vraiment que l'intelligence artificielle peut contribuer à cette accélération, à cette optimisation. Donc là, à Noisy-le-Grand, 200 bâtiments publics. Comment fait-on pour très rapidement tomber la consommation énergétique, l'émission de CO2? Donc là, on a une IA qui est déployée sur 6 ans avec un programme là, qui permet d'optimiser 12% dès la première année et d'aller à 50% d'optimisation en seulement 6 ans. Et une des originalités de ce programme, donc, qui concerne l'ensemble des écoles, des gymnases, voilà, tous les bâtiments publics de la ville, c'est de comprendre aussi une dimension démocratie participative, puisqu'en fait, l'IA adapte et fait des choix en fonction de l'utilisation des bâtiments et va faire des préconisations pour changer l'utilisation de ces bâtiments publics. Donc, on l'utilise aussi pour informer et recueillir l'avis de la population. Donc là, on est dans le démarrage du projet. Ça a démarré il y a un peu moins d'1 an. Et l'étape d'après comprend tout un travail de simulation sur les rénovations qu'il faudrait faire. Là, c'est à l'instant T. Et il y a également une deuxième phase qui démarre à la fin de l'année pour simuler et faire un outil d'aide à la décision sur les choix
des bonnes rénovations à faire et au bon moment. Voilà. Et là, on retrouve de nouveau l'illustration de ce que disait Laurent au début. Voilà, là aussi, c'est un consortium et avec une vraie logique de chaîne de valeur, des acteurs publics, privés, de la recherche, etc. Enfin, beaucoup un temps de préparation, d'intelligence pour concevoir cet outil. Puis ça a fait la démonstration aussi que ce n'est pas des solutions qui sont réservées aux grosses métropoles. Des villes moyennes, elles aussi, peuvent accéder à ce type d'outils et avec des résultats très concrets, très rapidement. C'est à Noisy-le-Grand. Je continue avec l'ADEME et le CEREMA. Vas-y. Concrètement, je comprends que vous recueillez l'avis des citoyens, c'est ça, mais c'est pas nous, hein, c'est la Ouais. ville qui le fait et que nous on les aide et puis on les finance aussi un petit peu. Donc ils ont inséré ça dans ce qu'ils appellent la politique de la ville, Ouais. la gestion des quartiers au départ, et donc on retrouve là l'IA qui sert à exploiter les avis. Donc nous on l'utilise aussi pour exploiter tous les avis qui sont rendus. Vous savez, dès qu'il y a une consultation, par exemple, en ce moment, il y a une consultation sur les loups avec 4350 avis, des verbatims, des matériaux qui sont quasiment impossibles à exploiter. C'est très difficile en confiant uniquement ce travail-là au personnel. Donc là, en fait, la sollicitation de la population est faite, la population de la ville, et le recueil des avis, leur exploitation, pour lier ça aux enjeux d'utilisation des bâtiments publics, se fait aussi en exploitant la donnée. Voilà. En fait, juste pour préciser ma question, parce que moi je crois beaucoup au couple humain et digital, où effectivement le digital optimise, mais l'humain, pour avancer, lui, à un moment donné, comme ça a été expliqué ce matin, il faut qu'il comprenne le bénéfice qu'il a à changer de comportement. Et du coup, je me demandais en fait si ces outils-là en fait aident les citoyens, en l'occurrence là, je sais pas, à voir les choses différemment ou à modifier des comportements ou vous voyez. Alors là, ce n'est pas le but premier, mais il y a d'autres outils dont la raison d'être est exactement cela. Je pense que je n'ai pas trop le temps de développer, mais effectivement, il y a un gros investissement qui est fait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Nos gestes climat, mission de transition écologique, pas mal d'outils qui font aussi appel aux sciences comportementales et qui vont aller exploiter la donnée pour projeter les citoyennes, les citoyens dans des univers et les aider à faire des choix et les inciter à faire certains choix. Là, objectivement, là, c'est plutôt défensif, là, c'est plutôt vérifier que les choix qui vont être faits pour ces bâtiments publics ne sont pas complètement orthogonaux aux attentes de la population en matière d'utilisation de ces équipements, quoi. Je vous donne l'exemple de l'ADEME, où on est avec l'ADEME et le CEREMA en train de bâtir l'IA générative de confiance sur la transition écologique et donc sur les données reposant de ces deux, et d'autres sont en train de se joindre et Ecolab y participe. À ce mouvement-là, l'idée est de mettre à disposition du public plus de 20 ans d'historique, de données, de documents, que ces agences-là, c'est un trésor. C'est un trésor qu'il s'agit de mettre à disposition de chacun. C'est important d'avoir ce recul-là quand on prend les décisions diverses et variées, stratégiques sur nos territoires. Et donc, on est assez content d'avoir développé ça. Le petit plus sur l'adoption, il consiste notamment à donner confiance aux gens sur la pertinence des réponses qui leur sont faites, à la fois en pointant les documents dont sont issues les réponses qui sont faites, mais aussi en mettant un indice de confiance que l'algorithme calcule lui-même de la pertinence de ce document-là. Ce qui fait que quand vous allez sur l'outil, qui n'est pas encore disponible, il va bientôt sortir, mais quand vous allez sur l'outil, quand vous irez, vous verrez chaque source et le score de pertinence de la source. Et donc vous pourrez aller vous-même scruter ce document-là parmi les dizaines, centaines de documents qui sont disponibles. C'est un outil qu'on est en train de développer et on ne lui a pas donné de nom encore. C'est pas clair. Claire, juste avant, c'était un outil dont on est assez fier, qu'on sort le 2 juillet, mais qui est un outil fait, entre guillemets, pour les professionnels de l'IA. Justement, dans la raison d'être d'Equimetrix, parce qu'on est entreprise à mission depuis avril 2023,
Il y a le fait de promouvoir l'utilisation responsable de l'IA, et Claire, pour nous, c'est une plateforme géniale pour ça. On passe à transformer. Ça, vous en avez déjà entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite sur un PC, parce que sur le mobile, ça marche un peu moins bien, mais à faire www.climateqa.com. climateqa.com. C'est notre outil de vulgarisation des savoirs du GIEC et de l'IPBES, mais surtout du GIEC. Tout à l'heure, Nathanaël nous expliquait qu'il avait passé une année de sa vie à lire 1000 articles. Et ben, je suis sûr qu'on peut le coller sur le GIEC quand même. Alors que cet outil-là, on ne peut pas le coller sur le GIEC. Et en fait, pour se transformer, je pense qu'il a raison en disant il y a la partie savoir. Et donc, on pense très sérieusement que diffuser ce savoir-là, c'est de faire en sorte que le terreau de la transition soit le plus fertile possible. Et ça, mettez vos gamins dessus, mettez tous vos amis dessus. L'outil est vraiment génial et on l'améliore au fur et à mesure avec les gens du GIEC eux-mêmes. Valérie Masson-Delmotte, qui n'est plus dans le GIEC, mais qui était présidente du groupe 1 de la R6, a adoubé l'outil, a fait des remarques dessus avec 10 de ses collègues du groupe 1. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fiable, extrêmement bien fait. Il y a même un petit menu déroulant où vous pouvez lui demander de vous parler comme si vous étiez un enfant. Donc pour vos enfants, pour vulgariser la connaissance du climat, c'est super utile. Et si vous êtes vraiment très très chaud, vous pouvez dire que vous êtes expert du climat. Et là, vous êtes professionnel du climat. Tous les fresqueurs utilisent quotidiennement cet outil-là. Voilà. Donc on est assez fiers de ça. Il est en open source. Il est grand public. Il y a une 50aine de milliers d'utilisateurs dessus. Donc voilà, on est très très fiers de ça. Et pour nous, c'est une façon de commencer cette transformation-là. Je vais commencer par un retour utilisateur. C'est vraiment génial. Nous, on est très, très fans à Ecolab. On le pousse dans nos différentes communautés. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez voir et puis parlez-en aussi autour de vous. Et effectivement, nous, on pense que c'est extrêmement important de sortir ces outils pour améliorer l'accès à la connaissance. Alors, une autre facette de la transformation par l'IA. Donc là, on est sur un métier un peu particulier. Donc, il y a chaque année, en France, 4000 études d'impact. En fait, quand il faut implanter une piste d'aéroport, une éolienne, changer un plan local d'urbanisme, il y a une étude d'impact qui est faite. Et cette étude d'impact, elle est faite par la personne qui porte le projet. Donc, elle est forcément un peu biaisée. Et donc, l'État, en son sein, des agents, des autorités indépendantes, ils doivent éplucher ces études d'impact, donc sur toutes les éoliennes, toutes les implantations de sites logistiques, et ils doivent rendre un avis qui devient public et qui est souvent l'avis qui est commenté dans les médias et qui sert aussi à prendre des mesures pour éviter, réduire, compenser. Donc c'est un travail colossal, c'est des centaines de milliers de pages. Voilà, et puis bon, ce sont aussi des équipes qui ont beaucoup subi les suppressions de postes dans la dernière décennie. Voilà, et donc là, c'est un produit maison qui a été développé, c'est du traitement du langage naturel. Donc l'ensemble de ces études et les avis qui sont rendus sont ossérisés, enfin vectorisés. Et il y a un algorithme qui permet d'en faire une lecture intelligente, de comprendre le sens des différentes parties de ces textes-là, pour aller beaucoup plus vite, pour être capable aussi de faire des analogies, de vérifier que si on a estimé qu'à un endroit en France, telle implantation d'éoliennes était plutôt positive, d'aller pas dire 6 mois plus tard que quasiment la même implantation elle est pas bonne à 500 km de là. Et puis là, on est dans ce qu'on appelle la qualité de vie au travail des agents. Hein, c'est l'objectif. On n'est pas dans des logiques de substitution, hein, mais vraiment d'augmenter la capacité des agents, de fiabiliser leur travail grâce au traitement du langage naturel. Et puis là, il y a une couche d'IA générative qui est en cours de développement, mais pour l'instant qui n'est pas opérationnelle. Donc ça, c'est des outils qui existent, qui sont utilisés. La prochaine étape, ça va être d'utiliser l'IA générative pour faire des premiers projets d'avis. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc ça, c'est très transformant pour nous. Ça vient vraiment changer la donne en termes de conditions de travail pour des centaines d'agents. Là, en l'occurrence, c'est les personnes qu'on appelle les auditeurs de l'autorité environnementale ou des missions régionales
de l'autorité environnementale, MRAE, dont on parle souvent dans la presse quand il y a des projets comme l'autoroute Toulouse-Castres, ce genre de choses. Voilà, c'est une mission qui est vraiment essentielle. Et là, l'intelligence artificielle ouvre des horizons et puis permet aussi de lutter contre parfois une forme un peu de souffrance au travail. Ça peut avoir des effets sociaux très bénéfiques également pour la transformation publique. Dernier élément, parce qu'on n'a plus qu'une minute. Je rebondis sur votre question tout à l'heure, monsieur Comte-Laporte, là-bas. Si vous êtes acteur de la tech, et même si vous ne l'êtes pas, je vous invite à aller lire ce que le secrétariat général à la planification écologique a écrit. C'est la feuille de route numérique et donnée pour la planification écologique. Et en fait, elle défend un concept que moi j'aime beaucoup et qui pour moi est très important, c'est un prérequis pour la transformation. C'est la transformation des filières, qui nécessite donc la collaboration des entreprises. On parlait de la partage de données tout à l'heure. Ici, ce qui est proposé, grosso modo, sont, disons, des partenariats publics-privés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas des plateformes thématiques, se déplacer, se loger, se nourrir, je ne sais plus quoi. Vous voyez, c'est les maisons qui sont là, avec des fondations qui sont publiques. Donc ça veut dire des infrastructures socles qui sont publiques, des règles socles de sécurité, d'authentification, de gestion de la donnée personnelle qui sont gérées par la puissance publique. Et en revanche, par-dessus, les privés, des gens comme Equimetrix, peuvent venir implémenter des services à disposition de tout un chacun ou pour faire du business tout bêtement avec des business models, etc. Mais finalement, allez lire ça. Moi, je trouve qu'en tant qu'acteur de la tech, c'est important d'avoir cette vision-là. Je ne sais pas si elle va être implémentée. Je sais qu'il faut du temps pour changer ces choses-là, mais je trouve que cette vision de collaboration à la fois entre les acteurs privés et avec une garantie publique, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Voilà. Et ça permet de partager tout bêtement l'offre et la demande sur toute une filière, entre tous les acteurs. Et donc, si on a besoin de faire des changements systémiques, je pense qu'on doit passer par là. Je voulais finir par ce petit clin d'œil et je vous invite à lire ce truc-là. Je ne sais pas si on a le temps d'avoir des questions, je ne crois pas. Tant pis pour vous. Merci de votre attention.